Bonsoir à tous et merci d'être présents pour ce nouveau pitch Will.am. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le professeur Grégory Ninot, qui est directeur adjoint de l'Institut d'Hébrée d'épidémiologie et de santé publique, en lien avec l'Université de Montpellier, l'INSERM et l'INRIA. Il est auteur de plusieurs livres, dont Sans médecine douce, validée par la science, aux éditions Belin en 2022. Et vous allez nous parler ce soir de la recherche sur les interventions non médicamenteuses ou INM. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup de l'invitation, je suis très honoré d'être ici. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir. Effectivement, on va parler d'interventions non médicamenteuses, on va parler aussi de médecine douce. Vous allez voir un petit peu cette nébuleuse, vous la connaissez probablement, certains d'entre vous doivent en utiliser et finalement on n'y comprend pas grand-chose, et même moi, j'y comprends pas grand-chose. Mon job, c'est d'être un chercheur dans une équipe, effectivement, INSERM, sur lequel on essaye de regarder d'un peu plus près ce qui s'y fait. Et donc, ça fait 25 ans que je travaille sur l'évaluation de programmes d'activité physique, de psychothérapie, de régime, de programmes d'éducation thérapeutique. Et on a vu apparaître des choses à la fois intéressantes et à la fois des choses qui sont pas très intéressantes. Donc, des nébuleuses, finalement, découvrant des potentiels extrêmement intéressants et puis parfois des choses qui sont un petit peu bizarroïdes. Et donc en parallèle de mon activité universitaire, j'ai créé une plateforme qui s'appelait une plateforme universitaire, CEPS, qui était une plateforme collaborative pour dire est-ce qu'on peut évaluer ces pratiques comme les autorités nous le demandent, c'est-à-dire comme des médicaments. Avec un essai randomisé contrôlé en double aveugle, comment peut-on évaluer de l'acupuncture en disant à un patient « Ah non, désolé, mais là, je ne vous pique pas, c'est une activité où vous n'êtes pas au courant ». Donc en fait, les questions de méthodologie de double aveugle peuvent poser un certain nombre de problèmes. Et donc cette plateforme a conduit, au bout de 10 ans, à la création d'une société savante qui s'appelle la NPS, Non-Pharmacological Intervention Society. Donc comment ces interventions non médicamenteuses peuvent être identifiées, labellisées et recommandées. Je sais que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, professionnels de santé, et vous en utilisez parfois comme Monsieur Jourdain ou Madame Jourdain sans le savoir. Et aujourd'hui, il y a effectivement une avancée de la recherche, et cette société savante est là pour œuvrer à ce qu'on arrive exactement comme il y a 60 ans pour le médicament, de développer des recherches de qualité pour proposer aux patients, au bon moment, la bonne intervention non médicamenteuse ou les bonnes interventions non médicamenteuses. Donc je vais rentrer plus précisément dans le propos avec un point très important. Je suis un chercheur dans le domaine de la santé et je n'ai aucun lien d'intérêt. Je crois que c'est un élément important. Mon job est de parfois voyager assez souvent dans le monde pour regarder ce qui se fait et je ne plaide pas du tout pour l'une ou pour l'autre de ces interventions non médicamenteuses. Et j'ai une approche scientifique, intègre, transparente, bienveillante et humaniste dans l'idée que finalement on ne doit pas d'emblée dire que tout ça c'est bon ou c'est pas bon. Vous allez voir, il y a beaucoup de croyances dans les médias autour de ça, et de commencer à avoir une véritable démarche scientifique bienveillante et que effectivement de façon pragmatique, un peu à la nord-américaine, je vais souvent au Canada, on peut peut-être trouver les bonnes pratiques, et ces pratiques il faut effectivement les qualifier correctement. Donc le contexte général, je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Je n'aime pas beaucoup ce monsieur, vous l'avez peut-être vu 2-3 fois, ce monsieur Laurent Alexandre qui plaide pour la médecine de demain, enfin la médecine quasiment d'aujourd'hui. On est tous quasiment sujets à l'immortalité. Le transhumanisme est là pour finalement trouver des nouvelles technologies qui vont nous permettre de devenir immortels, et le génie génétique va tout permettre, l'intelligence artificielle va remplacer les médecins. Bref, on n'a besoin d'absolument personne, et on doit surtout être soutenu, comme le dit ce monsieur, pour des boîtes qui sont en Californie et sur lesquelles effectivement il plaide pour ces boîtes, parce qu'il est relativement sponsorisé ce monsieur par la Californie et les biotech. Mais la réalité de ce monde-là du transhumanisme qu'on nous vend toute la journée dans la presse, dans les médias, est une aberration parce qu'elle conduit à quoi ? À ça. Vous y êtes ? L'infirmière ou le médecin, je ne sais pas, n'est là que pour replacer un coussin. Et tout le reste, c'est la machine. Et vous avez tous vécu probablement
à travers peut-être votre propre expérience ou l'expérience d'une amie, un passage dans un centre anti-cancer, parce que je travaille également dans le centre anti-cancer de Montpellier, l'Institut du cancer de Montpellier, des patients disant on a traité mon organe malade, mais on ne m'a jamais soigné, on ne m'a jamais demandé si j'allais bien. J'ai eu plein d'informations sur mon cancer, sur ma tumeur, avec plein de mots vachement compliqués, mais en revanche, est-ce que vraiment on a soigné ma personne ? Ben non. Et donc la vision de M. Laurent Alexandre, c'est le robot va nous traiter et finalement on va devenir uniquement, s'il y a un humain, voilà, un petit replacement d'un coussin, mais rien de plus. Et je crois que c'est une vision de l'ingénierie médicale d'un médecin du siècle dernier, magnifique, Claude Bernard, pensant qu'à un problème biologique, il y a une explication physiopathologique. Et de cette explication physiologique, il y a un médicament pour le traiter et on va guérir. C'était l'illusion du siècle dernier. La réalité d'aujourd'hui, elle est complètement à côté de celle-là. C'est-à-dire, il n'y a pas des problèmes simples, il n'y a que des problèmes complexes. Il n'y a pas un diabète, il y a des diabètes. Il n'y a pas un cancer, il y a des cancers. Il n'y a pas une bronchopneumopathie chronique obstructive, il y a des etc., etc. En fait, il y a des pathologies complexes qui sont souvent associées avec des comorbidités, d'autres pathologies, et que finalement, l'idée à un problème, une solution ne marche pas. Et l'idée aujourd'hui, c'est bien des maladies complexes qui nécessitent des solutions multiples. Et donc ça va très bien pour le journaliste, c'est très joli, évidemment ça parle beaucoup, hein, mais on est dans une vision qui est du siècle dernier. Aujourd'hui, dans ce siècle-là, dans ce millénaire, les maladies sont complexes et nécessitent des solutions multiples. Et en fait, on avait organisé un congrès à l'Académie de médecine, et j'ai écouté ce membre de l'Académie de médecine. Je crois qu'il résume parfaitement la situation de notre système de santé aujourd'hui. La médecine n'a jamais été aussi efficace, techniquement, effectivement. Techniquement, elle est exceptionnelle. On a la chance de vivre quand même avec une médecine très performante. Mais, l'insatisfaction des patients et des professionnels de santé est extraordinairement épouvantable. Avec des médecins qui se suicident, avec des médecins qui arrêtent. Tout à l'heure, je discutais avec une anesthésiste en disant « J'arrête mon boulot d'anesthésiste, je veux travailler dans la prévention sur le cancer, je ne veux plus travailler de cette façon-là. » Des médecins généralistes qui sont épuisés par des jours et des jours de consultation qui n'en terminent jamais. On sent qu'effectivement, il y a peut-être un problème et qu'à chaque fois, on est stigmatisé, on avait imaginé que peut-être la Covid change des choses. Vous vous rappelez, on a applaudi à 20h tous ces professionnels qui travaillaient, c'était magnifique. Et puis la Covid est passée, et puis finalement les applaudissements sont passés, et puis on voit que c'est un problème beaucoup plus grave qui est en cours et sur lequel il faut penser autrement. Et un autre problème aussi important dans le domaine qui m'intéresse, le plan recherche, c'est évidemment la question de la santé publique et des messages de santé publique qui sont passés. Et vous connaissez toutes et tous ces recommandations. Bougez plus, le programme national nutrition santé, on voit tous les jours des messages, bougez plus, on vous encourage à prendre le vélo plutôt que votre véhicule, etc. etc., etc. Bref, c'est remarquable. Pareil pour l'assurance maladie qui fait des recommandations en matière de prévention de mal de dos, de lombalgie, et sur lequel il vaut mieux prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Remarquable. Bien. Et donc, je vais à Paris, de Montpellier, évidemment, c'est assez sympa, je prends le métro et je prends donc Bibliothèque François Mitterrand et je reste en bas, je vous promets, j'ai pas essayé de me planquer, j'ai pas demandé aux gens, voilà, qu'est-ce qu'ils font sur un escalator ? Les Parisiens, enfin vous quoi. Dans l'escalier, vous choisissez quoi ? L'escalator ? Mais non seulement vous ne prenez que l'escalator, mais en plus vous regardez votre téléphone quoi, et vous vous arrêtez. C'est-à-dire vous ne marchez même pas dans l'escalator, ni en montée. Allez, on va dire peut-être en descente, ce serait bien, mais même pas en descente. Mais en fait, le truc intéressant, c'est qu'on pourrait dire que c'est juste 2023. Alors, comme je travaillais pour une expertise collective sur l'activité physique à l'INSERM, j'ai pris la même photo, vous voyez, en 2022. Idem.
J'ai pris la même photo en 2021. Idem. J'ai pris la même photo en 2020. Idem. Pourtant, vous vous rappelez, Covid, bougeait plus, on était enfermés, on avait envie de bouger, etc. Je l'ai pris également en 2019, en 2018, en 2017, en 2016. D'accord ? Et en fait, le seul moment où les Parisiens ont pu bouger dans cet escalier, c'est au moment où l'escalier était en panne. Et quand l'escalier était en panne, effectivement, il y a eu une décision. Donc vous voyez à quel point les campagnes et les messages de santé publique, on les connaît. Toute la littérature scientifique dit bien à quel point on sait ce qu'il faut faire. Manger moins gras, moins sucré, moins salé, bouger plus. Hein, les recommandations, c'est aujourd'hui 30 minutes d'activité physique par jour, assez soutenue, et si possible, ne pas rester assis plus de 7 heures ou allongé plus de 7 heures par jour. Voilà les recommandations de santé publique générale. Mais pour plein de raisons, on achète un vélo et puis finalement, on va l'acheter électrique et puis finalement, on va utiliser des transports à chaque fois mécaniques. Et donc, on voit à quel point le sujet de la santé publique et du message ne traduit pas des comportements de santé durables. Et en plus, dans notre système de santé est arrivé des polémiques très importantes, vous savez, donc évidemment sur les affaires dans les laboratoires pharmaceutiques qui ont été accusés de tous les maux, et on pourrait dire la même chose sur les dispositifs médicaux. Bref, que effectivement la recherche biomédicale, c'est aussi un business, mais comme je suis le plus vieux d'entre vous ici, je me souviens comment c'était la médecine et comment c'était la santé il y a à peu près une 50aine d'années. On avait une prescription médicale, on allait voir un pharmacien et il nous donnait un médicament. Alors Montpellier ou ailleurs, ou Paris, aujourd'hui, vous rentrez dans une pharmacie, si vous avez la chance de trouver un pharmacien, déjà c'est bien, mais vous avez une parapharmacie absolument considérable. Des compléments alimentaires, de la phytothérapie, de l'aromathérapie, etc., etc. Enfin bref, plein de choses qui sont en train d'arriver. Et vous avez aujourd'hui des herboristeries, donc des herboristeries sur lesquelles on peut acheter des plantes médicinales venant de médecine traditionnelle et sur lesquelles vous avez une offre absolument considérable. Mais c'est pas tout. Moi, ma grand-mère, elle avait un régime sans sel. Et donc, effectivement, c'était un régime assez connu, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, les régimes, il y en a des dizaines et des dizaines. D'accord ? Le régime D, par exemple, de Monsieur D, il a été assez connu. Mais plein de régimes. Et donc, dans mon domaine, notamment donc, sur les soins de support en oncologie, le régime Schwartz qui fait absolument fureur et qui est extrêmement dangereux. Mais on va y revenir. Pareil, il y a 50 ans, la balance ici, Terraillon, pour ne pas citer de marque, c'était, on mesurait strictement que le poids en kilogrammes. Aujourd'hui, la balance Terraillon, avec une application santé, devient un vrai coach et un vrai soutien sur lequel la balance fait la balance impédance-métrie, elle mesure à la fois la masse grasse, la masse maigre, la masse hydrique et la masse osseuse, et elle vous donne des conseils. Donc elle devient un coach de votre santé. Absolument étonnant, cette offre. Cette offre se diversifie également sur la psychothérapie. Il y a à peu près une 50aine d'années, je caricature un petit peu, mais on allait voir surtout son psychanalyste, surtout si on était plutôt proche de Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui, les psychologues, au sens large du terme, vous avez des interventions psychologiques qui sont d'ordre plutôt numérique. Vous avez à la fois des solutions qui sont psychocorporelles. On va parler, peut-être que vous avez entendu parler du mindfulness. Alors, je vais dire Christophe André, ça va être plus rapide, très très connu. Donc le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Donc c'est une forme de méditation laïque qui permet de réduire le stress. Mais vous avez plein de pratiques comme ça qui sont en train de se développer. Vous avez également l'hypnose, plein de méthodes d'hypnose et plein de solutions qui sont démultipliées. Dans le domaine du cancer,
il y a à peu près une vingtaine d'années, on disait attendez, vous traitez pour votre cancer et puis on verra bien si après vous allez pouvoir reprendre une activité physique. Aujourd'hui, sur les traitements du cancer, tout patient devrait avoir un programme d'activité physique, à la fois pour réduire les effets secondaires des traitements, mais aussi pour potentialiser un certain nombre de traitements. On pourra en reparler ensuite. Mais attention, vous avez dans votre boîte email, je ne sais pas, enfin moi j'ai reçu ça, donc ça devait me concerner, donc un anneau minceur. Alors un anneau minceur, donc vous les mettez sur les orteils des pieds et ça vous permet de perdre entre 2 et 3 kilos et c'est extrêmement efficace évidemment avec ce magnétisme bien connu, évidemment prouvé et vu à la télé naturellement. Vous avez celui-là aussi qui est intéressant, c'est une semelle, une semelle, mais cette fois-ci c'est pas pour des problèmes de poids, c'est des problèmes de douleur particulière, et donc vous allez soigner votre lombalgie avec des points d'acupuncture et une semelle dédiée avec des points d'acupuncture dédiés. Vous avez celle-là, bon, évidemment elle me fait toujours rire, mais donc l'urine thérapie, et donc sur lequel vous stockez votre urine tous les soirs et vous buvez le matin, désolé, bon appétit, sur lequel vous allez avoir des effets tout à fait importants sur différents troubles. Vous voyez l'asthme, à la fois les infections, à la fois les migraines, donc je ne sais pas si quelqu'un l'a utilisé contre la Covid et si ça avait une efficacité, mais en tout cas c'est véritablement recommandé. Mais vous allez plus loin, vous avez aussi des applications qui vont vous recommander un certain nombre de solutions, et notamment il y a une mode du jeûne et du jeûne intermittent, et sur lequel cette application donne des recommandations, et y compris lorsque vous avez le cancer, on va vous dire que potentiellement ça peut avoir une efficacité importante, mais c'est pas fini. Vous avez également des plateformes aujourd'hui, des plateformes sur lesquelles vous pouvez commander de médecine traditionnelle des produits dont on vous vend des mérites. Et ici, c'est une plateforme de médecine chinoise sur laquelle vous pouvez commander des plantes et des champignons avec manifestement des effets tout à fait prouvés, certifiés, etc., etc. On continue. Vous avez aussi des logiques de bien-être, santé complémentaires sur lesquelles j'avais pris ces belles photos de ces salons sur à la fois les thermalies, à la fois les salons bien-être. Il y en a de plus en plus. Porte de Versailles, ça devient de plus en plus conséquent et sur lesquels effectivement vous avez plein de personnes qui sont en train de proposer des solutions. Donc on avait les cures thermales, mais il n'y a pas que les cures thermales aujourd'hui. Il y a également les thalassothérapies, mais il n'y a pas que les thalassothérapies. Il y a également des hôtels qui commencent à vous proposer des solutions particulières, mais il n'y a pas que les hôtels, il y a aussi des aéroports sur lesquels vous pouvez trouver un masseur ou une masseuse qui peut, entre deux avions, vous masser. Bref, l'offre est en train de devenir pléthorique, conséquente, diverse, mais pas uniquement l'offre de solutions, également les métiers. On s'est amusé à recenser les métiers des médecines douces. Et en fait, je pense qu'il doit y en avoir à peu près un par jour, et donc on n'arrive pas à suivre. Donc, ici, donc, on en a recensé pour l'instant 224 dans notre société savante. Donc évidemment, vous avez des choses très, on va dire, sérieuses. Un psychologue n'est pas un professionnel de santé au sens du Code de santé publique. On est bien d'accord ? Donc il est effectivement un professionnel de la santé et pas de santé, effectivement. Ou un enseignant d'activité physique adaptée, mais vous avez des guérisseurs, vous avez plein de nouveaux métiers qui sont en train de se créer, et à juste titre, parce qu'effectivement, on avait peut-être un niveau de professionnels de santé qui était un petit peu restreint. Donc il y a de plus en plus de gens qui se disent faire de la santé. Dans les centres anti-cancer, vous avez les socio-esthéticiennes, vous avez des art-thérapeutes, des gens qui travaillent avec des musicothérapeutes. On n'est pas uniquement dans des questions de délire, d'accord, ou de gourou. On est bien dans de nouveaux métiers qui manifestement commencent à avoir pignon sur rue. Sophrologue, peut-être que vous avez déjà entendu ce mot, vous avez peut-être entendu parler de réflexologue. Bref, de plus en plus de métiers qui sont là pour œuvrer sur la santé. Mais il n'y a pas que des professionnels. Vous avez aussi des maisons ou des structures. Est-ce que la Villa M est une proposition, en tout cas de solution de santé ? C'est une vraie réflexion. Et vous avez ici des pôles de médecine douce à côté de Montpellier. Donc c'est un pôle de médecine douce sur lequel vous avez de la microkinésithérapie.
Vous avez des métiers spécifiques sur lesquels on va vous proposer des solutions de l'hypnothérapie également dans ce genre de structure. Mais je vous rassure, il n'y a pas qu'à Montpellier, hein, vous avez aussi à Paris un certain nombre de structures qui se sont montées de santé intégrative, de médecine intégrative, sur lesquelles effectivement on va accueillir plein de professionnels de médecine traditionnelle et une ouverture vers beaucoup de pratiques qui se veulent pertinentes. Et vous allez aller plus loin, effectivement, jusqu'à des centres. Donc là, c'est de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, donc de gens qui sont en train de vous dire que vous pourrez guérir du cancer avec de la vitamine C. Voilà. Et on est là dans des choses très très problématiques parce qu'en effet, ce docteur, dans une page web française, en français, pardon, d'accord, et vous traversez juste la frontière, hein, c'est à 3 km côté allemand, et sur lequel on va vous offrir des possibilités de véritablement guérir de votre cancer. Et le site web le défend en disant avec quelques petits régimes, vous allez voir à quel point vous pourrez guérir. Bref, on commence à dériver potentiellement, et on a des sites web de professionnels, en tout cas, qui colligent des métiers hors code de santé publique, mais vous vous rappelez de Doctolib et de la naturopathe. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, Doctolib continue à recenser des naturopathes, des ostéopathes et ainsi de suite. Hein. Donc tout en disant qu'ils les ont chassés, en fait, c'est pas vrai. S'il y a un médecin qui est dans la structure, il continue à être affiché dans Doctolib. Donc c'était juste une information presse, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et vous avez d'autres structures qui vous offrent donc d'autres accès à des professionnels de santé au sens large. Mais c'est pas fini. Dans ce mouvement-là, vous avez des relais. Alors, en France, on a des gens très connus comme Giroud, voilà, qui recommandent, si vous avez un petit peu d'arthrose, un complément alimentaire à base de bave d'escargot. Ça va avoir un impact significatif. Bon, alors, c'est pas très glamour. Les Américains font plus fort, évidemment. Hein, donc, vous connaissez peut-être cette dame, Gwyneth Paltrow, désolé pour l'accent, mais qui a monté une structure qui est à la limite entre la santé et le bien-être et sur lequel elle vend beaucoup de choses, sur lequel elle fait plein de vidéos, et c'est un peu plus glamour que Giroud quand même, et sur lequel vous pouvez commander plein de produits, vous les avez le lendemain par Amazon à la maison, voilà. Et là elle est en train de présenter quelque chose dont je ne parlerai pas plus. Et vous allez plus loin encore avec un certain nombre de personnes comme ça, sur les influenceurs. Vous le connaissez peut-être, hein, donc Perpignan, Thierry Casasnovas, 60 millions de vues sur YouTube. C'est juste une star mondiale, ce monsieur. Et tenant des propos absolument effroyables. Donc il y a une enquête sur lui, hein, donc il y a une patiente qui est décédée sur Paris en suivant ses conseils, en disant études scientifiques à l'appui. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'a pas... Pardon. Il a un vrai discours scientifique. On n'est pas dans l'approche des gourous des années 80, sur lequel vous vous rappelez peut-être, hein, des gens qui étaient dans l'idée de les mangeurs de lumière, par exemple. Hein, c'était vraiment des sectes sur lesquelles il y avait une emprise de personnes et ça les amenait à se suicider collectivement. On est dans quelque chose de très très bien argumenté, rationnel, scientifique, et sur lequel il avance pas à pas pour dire à quel point il a raison. Et il n'a pas totalement tort. C'est là où c'est très fort. C'est que des parties de raisonnement que ces gens-là tiennent sont justes. Et après, évidemment, il vient vendre autre chose. Et après, il vient vendre de l'alternatif. Et lui, il vendait en particulier un extracteur de jus à la fois, enfin le crudivorisme, hein, pour à la fois manger cru et autres. Mais ce qui est absolument étonnant, c'est qu'ils ont une puissance de feu très importante aujourd'hui et qu'ils touchent les jeunes générations, et vous allez voir à quel point ils touchent les jeunes générations. Et on peut continuer comme ça. Une autre maladie ici, hein, donc des maladies qui vont être psychosomatiques, sur lesquelles effectivement ces influenceurs, sans même connaître la pathologie, vont commencer à dire « mais moi je vais avoir un contact et moi j'ai le même problème que toi et donc je te parle » de façon d'une communication qu'on appelle
transversale et plus une communication verticale sur laquelle il y a un message scientifique qui est donné et effectivement tu sais que ça doit marcher et donc je te passe l'information et on se connaît, donc il y a une proximité, il y a une proximité qui permet d'avoir finalement une reconnaissance de tel ou tel produit. Et vous voyez, c'est quand même étonnant, quoi. Même par image simée, quoi. Quand j'ai vu ça en disant, mais même par image simée, il faut vraiment que mon sujet qui était un peu exotique et à la marge il y a une vingtaine d'années, puis il y a une dizaine d'années, tout d'un coup, quand même, si par image simée, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Et évidemment, quand il y a quelque chose d'intéressant, Michel C. va évidemment faire un reportage dessus. Et Michel Simès a fait un carton et continue à faire un carton avec ce genre de médecine complémentaire, médecine douce et autres. Et effectivement, il y a un attrait très 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 important. Donc si vous êtes là, j'espère que le sujet effectivement vous intéresse. Et si le sujet vous intéresse, et ben voilà ce que ça fabrique en fait. Une des plus belles études, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Le marché que représente le secteur du bien-être, de la nutrition, de la santé un peu globale, c'est autant, alors moi je sais pas ce que ça voulait dire en termes de milliards, c'est autant que la fabrication d'avions dans le monde. Juste pour vous donner l'esprit. C'est juste monumental. Ça fait tourner une industrie, pas juste quelques personnes, d'accord, quelques fabricants de compléments alimentaires ou quelques prestataires. Non, c'est une véritable industrie qui a aujourd'hui pignon sur rue, et non seulement elle a pignon sur rue, mais en plus, elle n'a absolument aucune réglementation. Il y a un magnifique rapport européen qui a étudié en France, y a-t-il une réglementation pour le psychanalyste qui est dans la rue avec sa plaque? La réponse est non. Y a-t-il une réglementation pour le sophrologue en termes de formation initiale ou de plaque? Non. Y a-t-il une règle particulière pour plein d'autres métiers? Non. Donc effectivement, non seulement ces métiers ne sont pas réglementés, mais en plus ils peuvent largement déborder. J'entendais coach de vie. Vous en avez vu des comme ça? Coach de vie. Qu'est-ce que c'est que coach de vie? En fait, il peut vous donner des conseils en nutrition, il peut vous donner des conseils en activité physique, il peut vous donner... Enfin bref, et il dort chez vous aussi ou autre. Moi, j'ai un couple d'amis sur lequel ce monsieur, coach de vie, donc était venu parce que le couple avait des difficultés, et donc il donnait des recommandations en disant vous devriez essayer du charbon particulier et des compléments alimentaires. Je dis, mais, attendez les amis, mais votre difficulté de couple doit-il conduire à une consommation de charbon? Je ne vois pas trop le rapport. Vous êtes sûr que vraiment, vous n'êtes pas en train de vous faire un petit peu avoir, mais finalement, par la bienveillance, et je ne suis pas en train de les attaquer, ces gens. En fait, ils sont évidemment bienveillants pour la plupart. Ils veulent essayer d'aider, et effectivement, ils sont là en toute bienveillance. Après, ils vont proposer un petit stage le week-end, ils vont proposer un petit bouquin, ils vont proposer, enfin pas un petit livret ou un complément alimentaire, mais au départ, c'est extrêmement bienveillant en fait. Donc, et on ne peut pas les blâmer parce qu'ils ont le temps. Eux, ils ont le temps. Un médecin, en moyenne, en France, un médecin généraliste, c'est 12 minutes de consultation maximum, avec 25 dossiers, 25 fichiers à ouvrir, donc c'est horrible. Il n'a pas le temps de vous parler. Lui, il a le temps de vous parler. Et il vient même chez vous. Et donc, pour mes amis, il venait effectivement chez eux, à domicile, donc ils avaient le temps de parler, de boire un coup et de discuter de plein de choses. Donc c'est effectivement une vision particulière, mais il n'y a pas de réglementation. Et une de mes doctorantes, médecin généraliste de formation, donc, a voulu fouiller les réseaux sociaux de femmes atteintes de cancer. Donc c'est des réseaux sociaux fermés de femmes qui échangent sur le cancer du sein. Strictement que sur le cancer du sein, c'était des forums Facebook. Donc 250 000 posts de réseaux sociaux, un petit peu plus, et sur lesquels on a fait une fouille pour connaître les mots qui étaient utilisés entre elles. Et on a trouvé 13 000, un peu plus de 13 000 termes associés à ces pratiques complémentaires. 13 000 termes. Donc ça veut dire à la fois l'ostéopathie, l'acupuncture, vous voyez le bodybuilding, des pratiques psychocorporelles, psychosociales, la sophrologie, sevrage tabagique, musicothérapie, thérapie par les ondes, des cosmétiques, bref, plein de produits, et que finalement
il n'y est plus, ou ce n'est plus un message vertical de l'oncologue, mais c'est bien entre patients qu'on se fait passer les solutions qui semblent marcher. Et tiens, tu sais, moi j'ai essayé ça, ça marche vachement bien, je ne sais pas si ça marche, mais je te le recommande. Et effectivement, le réseau social permet l'utilisation de ces produits. On a été stupéfait par le nombre, en tout cas, de pratiques qui pouvaient être identifiées. Et du côté des patients, il y a aujourd'hui une volonté de structuration de pathologies qui, pour certaines, existent depuis longtemps, certaines étaient rares, certaines sont un peu plus nouvelles. Je pense à l'endométriose, je pense à la fibromyalgie, je pense à des pathologies psychosomatiques sur lesquelles, effectivement, parce qu'il n'y a pas de traitement, les patients se prennent en charge, créent des associations et disent aux autorités, mais s'il vous plaît, aidez-nous. Et si vous ne nous aidez pas, on va aller effectivement chercher des solutions ailleurs et on ne peut pas attendre, tellement on a mal, tellement on souffre, etc., etc. Et effectivement, il y a des ouvertures là-dessus. Et pourquoi finalement ne pas y aller? Et est-ce que les risques sont importants ou pas? Les autorités, elles sont un petit peu rétives à voir ce qui s'y fait. Et pourtant, évidemment, ils ont besoin de ces solutions, et donc on les laisse aller finalement parfois dans des situations épouvantables. Et en plus, ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent dans ces pratiques dites naturelles, la nature, c'est pas forcément toujours très positif dans la santé, et on peut conduire à des choses qui sont très très délicates, surtout si elles sont combinées entre elles, et surtout si elles sont combinées à des traitements. Dans mon domaine, on étudie les interactions entre les chimiothérapie et les plantes, et effectivement il y a plein d'interactions et sur lesquelles les patients ne sont pas au courant et donc prennent des traitements avec des plantes. Je pense au millepertuis, je pense au pamplemousse, je pense à plein de choses sur lesquelles ces interactions sont toxiques. Donc non seulement créer des effets secondaires encore plus graves des traitements, mais aussi des pertes de chance parce que finalement, il y a moins d'efficacité du traitement. C'est épouvantable. Donc, et personne n'a l'air au courant que finalement, c'est peut-être secondaire. Non, justement, ces associations sont importantes. Et ce qu'on entend dans les médias, et dans la presse, c'est toujours la même chose. Le débat simpliste est extrêmement stérile, je trouve, des pour et des contre. Il y a ceux qui pensent que les médecines douces, il n'y a que des charlatans, tout ça c'est nul et tout ça c'est que du fantasme. Et d'autres qui disent mais non, ça marche et on sait très bien. Et beaucoup pensent de cette façon et avec évidemment des canaux de presse que vous allez voir en faveur ou en défaveur. Donc en fonction de ce que vous lisez, je saurai si vous êtes plutôt dans un camp ou dans l'autre. Mais c'est tout à fait spectaculaire ce qui se passe. Et je voudrais juste c'est le petit intermède historique, hein, je vais faire court sur l'intermède historique, mais de cette personne qui est au XVIe siècle, qui était apparemment très proche du roi, d'après ce que j'ai lu, mais on lui avait dit que pour être belle et pour être âgée et pour être en forme, il fallait absolument prendre une petite tisane à l'or. Et en fait, elle s'est empoisonnée. Elle s'est empoisonnée avec donc Diane de Poitiers, avec cette tisane à l'or, parce qu'effectivement, c'était un poison. Mais son médecin lui recommandait, en disant que grâce à ça, elle serait belle et elle serait séduisante et elle pourrait vivre très longtemps. Et donc, le développement qu'on porte à travers notre société savante NPIS, c'est de dire on ne peut pas s'arrêter au feeling, il faut vraiment aller au-delà. Et on se rend compte que les autorités ont commencé légèrement à réagir depuis 2010 à travers ce mot que je trouve détestable, que vous allez trouver détestable, mais c'est le mot consacré qui s'appelle INM, intervention non médicamenteuse. Qu'on le veuille ou non, c'est ce que la Haute Autorité de Santé française a choisi comme terme, comme qualification. Et effectivement, elle traduit des interventions en prévention ou de soins qui sont encadrées par un humain, qui sont validées par la science et qui ont une cible particulière de santé. Et elles sont en complément des règles de vie en bonne santé, bouger plus, elles sont en complément des produits et des services de consommation courante, et je vais essayer de vous donner quelques illustrations après.
Et ce sont des pratiques qui ne sont pas, en tout cas, des pratiques non étudiées, au sens des médecines traditionnelles en particulier, sur lesquelles il n'y a pas encore suffisamment de données probantes. Donc ce sont des données ici et des pratiques de soins et de prévention qui sont fondées sur la science. Et le ministère de la Santé a dit il faut commencer à soutenir et encourager le développement et l'évaluation des interventions non médicamenteuses. C'est dans la stratégie du ministère de la Santé 2018-2022, donc avec des actions. Alors, pour être beaucoup plus clair sur ce cadre méthodologique et éthique proposé par la science, une intervention non médicamenteuse, c'est quoi? C'est concrètement, d'une part, un protocole. Donc, une application santé, ou une plante, ou un complément alimentaire, ou ne peut pas être une intervention non médicamenteuse. Elle est forcément exercée par un professionnel qualifié. C'est pas tout d'être psychologue. Êtes-vous psychologue formé à l'entretien motivationnel, qui est une intervention non médicamenteuse? Êtes-vous psychologue formé au MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction? C'est-à-dire que vous avez non seulement une qualification de pilote d'avion, mais vous avez aussi une qualification par rapport à l'appareil. Et c'est vrai qu'en France, on est formé dans les formations initiales, mais pas dans les formations continues sur les techniques. Mais en fait, ça s'appelle bien des méthodes. Et le dernier point, c'est un environnement adapté. À Montpellier, ce week-end, samedi, je passe sur une place qui est très connue, qui s'appelle Jean Jaurès, et il y avait des hypnothérapeutes dans la rue. Ça pose problème quand même. Ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font dans la rue? Ils sont en train de sensibiliser à l'hypnothérapie. C'est intéressant si on est dans Mesmer et qu'on est effectivement dans une pratique culturelle, comme on l'a évoqué précédemment. Mais de faire de hypnothérapie dans la rue, est-ce que véritablement c'est le contexte sur lequel on peut travailler correctement? Et vous voyez à quel point là, il y a des dérives particulières sur lesquelles le contexte compte autant que le professionnel qualifié sur l'INM, autant que l'INM en tant que tel. Et donc c'est la raison pour laquelle on a avancé dans un début de classification. On va la faire évoluer cette classification, mais sur laquelle il y a des approches psychosociales, sur lesquelles vous voyez l'art-thérapie, des programmes d'éducation pour la santé, donc des programmes d'ETP. Le conseil pharmaceutique est aussi des programmes et des interventions non médicamenteuses. Vous avez des psychothérapies, vous avez des pratiques psychocorporelles, également des thérapies par la médiation animale, également dans les EHPAD. Il y a des travaux importants. Les programmes d'activité physique, l'orthithérapie, la physiothérapie, les thérapies manuelles, les techniques de puncture, les programmes balnéologiques, des cures thermales peuvent être également associés. Et ensuite, bon, je vais avancer pour qu'on ait le temps quand même d'échanger entre nous. Un autre point important, c'est que, et on va insister là-dessus dans nos sociétés savantes, c'est que autant la formation initiale en France est de qualité, on a fait passer, par exemple, la sensibilisation aux interventions non médicamenteuses dans toute formation médicale en 5e année, depuis septembre 2020. Tout médecin a obligatoirement 20 heures de sensibilisation aux interventions non médicamenteuses. Alors c'est peu sur le cursus médical, mais c'est au moins le début. En disant, regardez, vous avez un nouvel arsenal thérapeutique ou préventif qui devient intéressant. Pardon. L'autre point un petit peu de faiblesse dans notre sujet, c'est que un programme d'activité physique ne peut pas agir que sur un muscle comme un médicament. Un médicament, c'est facile, parce qu'il délivre sur une cible. Une intervention non médicamenteuse, elle a à la fois un effet effectivement physiologique, mais elle a aussi un effet psychologique, elle a aussi un effet psychosocial. Et en fait, ce sont des mécanismes qui sont systémiques. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué à évaluer. Mais l'évaluation, certains, dans notre champ, voudraient le limiter à juste des évaluations sur l'opinion, en disant on va évaluer l'opinion et finalement ça suffit à dire que ça marche et que c'est efficace. Et évidemment, là-dessus, vous voyez à quel point les opinions sont fortes et chaque fois qu'on a une opinion, quasiment on défend notre opinion et on ne peut pas vraiment avancer. Et je pense que la science, en tout cas des interventions non médicamenteuses, ne peuvent pas s'arrêter à ça. Donc on fait ici l'idée que, ok, on peut aller plus loin. Alors il faut développer plutôt une évaluation de l'expérience vécue.
et l'expérience vécue de patients. Et vous avez plein de patients qui vont dire Anne de Petrini, ayant eu une maladie, expose son cheminement, ses difficultés, l'errance qu'elle a pu avoir thérapeutique. Mais l'expérience usagée, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant ? Ok, alors on peut aussi dire il faut peut-être l'expérience praticien. Évidemment, il y a une recherche particulière, il y a des gens qui plaident pour recueillir l'expérience praticien. L'inconvénient, c'est que l'expérience praticien, lorsqu'on leur demande, ils sont tellement convaincus, ce monsieur qui est sur Toulouse, donc communique avec les morts, directement sous hypnose, et en disant qu'il va traiter l'anxiété, mais vous verrez le nombre de vidéos et le nombre de vues qu'il a sur sa chaîne, c'est monstrueux, c'est vraiment important. Donc la transcommunication hypnotique, donc il met sous hypnose des gens qui vont se connecter avec leur famille morte, et ils se réconcilient ainsi, et donc les gens vont mieux après, et il sort de là en étant absolument convaincu. Bon, ce monsieur a été condamné, mais si on relève de l'expérience, effectivement, lui, il est absolument convaincu. Nous, on pense qu'il faut effectivement se baser également sur l'evidence. En anglais, ça veut dire les preuves, les Québécois disent de données probantes. C'est plus les données probantes, des données scientifiques établies. Et effectivement, il y a un monsieur qu'on a oublié en France, qui est un des patrons de la recherche clinique en France, qui s'appelle Daniel Schwartz, qui disait que les médecines douces, si on veut le regarder un peu précisément, on peut tout à fait arriver à évaluer correctement ces pratiques, et il n'y a pas de raison, il n'y a pas de limite méthodologique à pouvoir les évaluer. Donc il l'avait recommandé, et effectivement, de faire de l'EBM, Evidence-Based Medicine, on peut tout à fait arriver à évaluer dans des interventions comparant des groupes et en ayant des recueils à la fois physiologiques, mais à la fois de l'expérience vécue des patients pour avoir un effet significatif. Et donc, vous voyez ici un des papiers sortis récemment sur le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, et vous voyez à quel point l'étude montre que MBSR ou médicaments antidépresseurs, on a les mêmes effets. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement toujours proposer à un patient le MBSR, mais on peut dire que finalement, le médecin a le choix, en fonction de son patient, de proposer telle intervention médicamenteuse ou une autre. Et tout l'enjeu est de dire que, attention, et on insiste là-dessus dans notre société savante, c'est si vous êtes dans une logique de santé, alors proposer une solution de santé à quelqu'un expose nécessairement à des risques. Je pèse mes mots, à des risques. Et que effectivement, toute solution, primum non nocere, il y a forcément des risques. Et donc tous ces praticiens aujourd'hui sont tellement convaincus de leur méthode qu'ils en oublient les risques. Et pourtant, il y en a. Et donc tout l'enjeu est de pouvoir aussi les mesurer de façon rigoureuse. Et on voit que la recherche avance de façon importante. Elle a été multipliée par 4 en 10 ans. Donc non-pharmacological intervention, vous avez de plus en plus de publications, d'études, de revues de questions. Et on est en train vraiment de créer une communauté mondiale sur cette thématique. Et c'est rassurant. Alors, pour faire avancer la cause, j'avais commencé par ce bouquin destiné aux professionnels, vous voyez, en disant c'est intéressant chez Duno, je vais dire il est temps, ça faisait déjà 10 ans que je travaillais beaucoup sur le sujet et ainsi de suite, en disant ce bouquin-là, vraiment on va pouvoir avancer, les autorités vont s'en saisir. Bon bref, personne ne l'a lu, vous non plus j'imagine, et en disant mais c'est pas possible quand même, enfin, le sujet est pourtant si important et on le voit arriver de partout, ces maisons, ces structures, ces offres, ainsi de suite, et un autre éditeur m'a dit vous devriez faire un livre grand public. Ok, et donc j'ai dit super, on va faire un livre grand public, j'ai pas trop envie, c'est pas mon job, mais bon, pourquoi pas, et vous allez l'intituler, alors moi j'ai proposé intervention de médicaments, j'ai dit non, jamais de la vie. C'est quoi le terme que vous voulez dire? Médecine douce. Donc je me suis opposé à elle pendant à peu près autant que la rédaction du livre qui a duré 3 ans précisément, et en disant et donc j'ai commis ce livre en disant mais je peux pas l'appeler médecine douce, c'est pas possible quoi, c'est un scandale. Bon, j'ai été obligé de le faire et je la remercie en fait parce que je ne serais pas là devant vous, je pense, s'il n'y avait pas ce livre, parce que ce livre tout d'un coup a permis de faire comprendre que dans ce mot qui est grand public, médecine douce,
pour le grand public. Vous, professionnels de santé, ce n'est pas le mot que vous employez. Vous pouvez employer thérapie complémentaire, vous pouvez employer le mot éventuellement soins complémentaires, soins de support si vous travaillez dans le cancer. Mais effectivement, le mot médecine douce est le mot qui parle un peu à tout le monde et qui a permis de dire, dans cette nébuleuse, il y a effectivement des pratiques qui sont validées. Et en fait, il y a plein de pratiques validées qu'on ignore, pour plein de raisons. On pourra peut-être échanger après pour aller plus loin sur les raisons. Et d'autres qui, effectivement, sont un peu surprenantes et il n'y a vraiment aucune donnée dessus. Alors effectivement, je reprends le modèle produits et services de consommation courante. Il y a des gens qui commencent à dire un jeu vidéo, c'est un soin. Ben non, un jeu vidéo est un jeu vidéo. Donc c'est une activité culturelle. Un livre est une activité culturelle. Donc la lecture, c'est vachement bien. Mais simplement, c'est de la lecture. Dans les EHPAD, lorsque dans les EHPAD, ils essaient d'avoir des jeux de société, et en disant par le jeu de société, on va créer une activité soin, mais non, ce n'est pas de la santé, c'est une activité culturelle, sociale. Aller à Lourdes, aller pratiquer une pratique religieuse, c'est remarquable, mais c'est une pratique sociale. Pourquoi l'enfermer dans une pratique qui se veut de santé ? Et donc tout l'enjeu est d'arriver à mettre une frontière claire, et mon discours il est extrêmement clair et parfois un petit peu radical, en disant tant qu'il n'y a pas de recherche établie, significative, démontrant, pas montrant, mais démontrant l'efficacité sur une pratique, alors c'est une pratique culturelle. Et laissons-la dans la pratique culturelle. Le théâtre est une pratique culturelle. On n'en fait pas du théâtre-thérapie. On peut en faire de l'art-thérapie, mais il faut qu'il y ait un vrai traitement, il faut qu'il y ait un vrai protocole. L'ostéopathie en général, je ne sais pas ce que c'est. Une méthode d'ostéopathie particulière avec des études cliniques qui vont pouvoir démontrer l'efficacité sur la lombalgie commune, oui, tout d'un coup. Voilà. Mais la lombalgie, est-ce que c'est efficace ou pas ? La question ne viendrait pas à l'esprit pour le médicament. Est-ce qu'un médicament est efficace ou pas ? Question stupide. Par contre, quel médicament, à quelle dose, pour quelle indication ? Là, on peut l'étudier. C'est pareil pour l'ostéopathie. Quelle méthode d'ostéopathie, pour quel problème ? Là, on peut l'étudier, on peut vérifier. Donc, ces pratiques culturelles, elles sont importantes et je pourrais continuer ici sur les campagnes de promotion pour la santé. Donc vous vous rappelez cette histoire de bouger plus et ainsi de suite. Et on voit à quel point elles ne sont pas nécessairement très efficaces. Vous avez ensuite donc les pratiques non étudiées et effectivement il y a des pratiques non étudiées sur lesquelles il n'y a aucune étude, comme je l'ai évoqué, études cliniques. Access Consciousness Bar, vous voyez ce que c'est, hein ? Donc voilà, des pratiques un peu... également, donc ASMR, c'est du son qui est proposé et sur lequel vous entendez le feu crépiter, vous entendez quelqu'un qui parle lentement avec une voix suave et ainsi de suite. C'est génial, mais c'est une pratique culturelle. On n'est pas encore dans une logique de santé. La biologie totale... l'éthiopathie, la fiche-thérapie, si vous êtes allé notamment en Grèce, hein, vous allez tremper vos pieds dans un petit bassin et en disant les petits poissons qui vous rongent les pieds, ça vous fait beaucoup de bien. Oui, si vous avez des petits problèmes dermatologiques, vous les laissez à votre voisin, évidemment. Hein, donc, et le suivant, et le suivant, et le suivant. Et le poisson, évidemment, peut être content, mais il transmet beaucoup de pathologies un peu problématiques. L'iridologie, donc on regarde dans votre iris et les naturopathes vont s'en servir pour avoir des recommandations. Effectivement, on est dans la médecine alternative, un diagnostic alternatif, il n'y a pas nécessairement de preuves. Et je pourrais continuer comme ça, le masque à la fiente de Rossini, j'avais trouvé très joli parce qu'il y avait une actrice très connue donc aux États-Unis qui en faisait la pub, la méthode Rebirth, le placenta de mouton, le sperme de taureau. Vous voyez pourquoi j'ai pas besoin de vous donner l'indication, sperme de taureau. Vous voyez, messieurs, la sylvothérapie également, hein, donc la thérapie sur laquelle on va faire des bisous à des arbres. Hein, voilà, c'est super intéressant, mais c'est sorti donc d'une pratique forest bathing, pardon. Beau lapsus, mais venant effectivement du Japon, mais sur lequel c'est de la randonnée, quoi. Et la randonnée est toujours très très utile, mais a priori pour l'instant il n'y a pas d'études. Donc la transcommunication hypnotique, je l'ai déjà dit 2-3 fois, donc je ne vais pas y revenir, et l'urinothérapie, hein, qui s'appelle aussi Amaroli, hein, pour les adeptes. Mais je pourrais continuer comme ça, hein, des études sur
un fruit exotique sur lequel ils ont pu montrer qu'il n'y avait aucun effet sur le syndrome métabolique, malgré une première étude. Les autres études montraient qu'il n'y avait absolument aucun effet. L'amande d'abricot, peut-être que vous vous rappelez d'un excellent acteur qui s'appelle Steve McQueen, atteint d'un cancer aux États-Unis, en Californie. Il est allé en Mexique pour se soigner avec donc des noyaux d'abricots. Et évidemment, il en est mort, mais c'était un cancer très grave. L'art-thérapie pour le diabète de type 2, auriculothérapie, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de pratiques comme ça. Le ginkgo biloba également, sur lequel il n'y a pas d'effet en prévention de la maladie d'Alzheimer. Plein de ces solutions-là, aujourd'hui, ne sont pas validées ou ont des études négatives. Et vous voyez à quel point il peut y en avoir pas mal. Le shiatsu contre le stress, la sophrologie contre la fibromyalgie, les ventouses également contre l'hypertension. Bref, beaucoup de pratiques aujourd'hui ont des études négatives sur un certain nombre de choses. Et c'est bien de dire que pour l'instant, effectivement, les traitements X ou Y, le jeûne intermittent ne guérit pas le cancer. Et vraiment, on va peut-être en rediscuter. Les interventions non médicamenteuses, je vais passer parce que évidemment j'en ai pas mal dans le bouquin, donc j'ai une centaine comme son titre l'indique, mais vous avez ici une thérapie particulière, non pas toutes les psychothérapies, mais une thérapie qui s'appelle la thérapie ACT contre la douleur chronique, et sur lequel il y a un début, un milieu, une fin. Il y a un travail qui se fait très spécifiquement par un psychologue qui est formé à cette méthode, et sur lequel on a une véritable significativité contre la douleur chronique. Mais je pourrais aussi développer un masque facial, oui, je l'avais évoqué à l'époque de la Covid quand j'écrivais ce bouquin, en disant quelle est la solution la plus importante contre le Covid? Est-ce que vaccin? Non, en fait, c'était juste le masque avec les gestes barrières. Donc déjà observé depuis très longtemps, et donc il y a plein de données très consolidées, mais on a cherché, nous on les a brûlés juste avant de les proposer. Puis quand on les a proposés, beaucoup de Français disaient non, on ne va pas utiliser le masque, ça ne sert à rien, etc. C'était drôle, hein. Bon, bref. Donc il y a plein de méthodes comme ça. Le MDR contre le stress post-traumatique, une application de musicothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale spécifique contre les troubles du sommeil qui marche extrêmement bien, vraiment extrêmement bien. Et quand je dis extrêmement bien, c'est qu'il y a des données très consolidées scientifiquement, hein, donc on va y revenir si vous voulez. Une méthode particulière pour la prévention des crampes nocturnes, pareil, c'est une méthode de kinésithérapie spécifique pour éviter les crampes. C'est pas n'importe quel mouvement, c'est des mouvements spécifiques qui vont permettre une efficacité, des programmes de prévention de la chute pour les personnes de plus de 70 ans, un protocole d'ostéopathie structurelle contre la lombalgie commune, une cure thermale contre la fibromyalgie, un programme d'exercice Garner. Je pourrais comme ça continuer, peut-être que vous regarderez mon bouquin, mais voilà, il y a pareil sur le plan nutritionnel, un certain nombre de pratiques sur lesquelles on a effectivement des effets significatifs, le régime sans gluten contre la maladie cœliaque, ou le régime FODMAP contre les troubles gastro-intestinaux. Bref, on arrive comme ça à voir à quel point il y a, y compris dans le domaine numérique, des solutions spécifiques. La e-cigarette avec un programme particulier lié à la e-cigarette qui a un impact significatif sur l'arrêt du tabac. Pareil sur un certain nombre de plantes et de solutions phytothérapeutiques et d'aromathérapie. Bref, je voulais juste conclure pour qu'encore une fois on puisse discuter. Premier point, il est évident que il est aujourd'hui nécessaire de différencier intervention non médicamenteuse et pratique non conventionnelle de soins. C'est un peu l'objectif. Il y a bientôt une réunion au ministère de la Santé pour faire avancer le sujet. Peut-être que ce mot, vous ne l'avez jamais employé, et pourtant c'est le mot qu'il faudrait employer, et de plus en plus, j'espère, et qu'une intervention non médicamenteuse n'est pas une méthode de diagnostic, mais bien une solution de santé. Je voudrais insister là-dessus. Et il y a souvent des confusions. On a l'impression que les interventions non médicamenteuses sont des examens. Non, ce sont des solutions permettant d'améliorer des indicateurs de santé. Deuxième élément, il faut faire attention à garder un esprit critique
de plus en plus de pratiques vont se développer. C'est inexorable. J'ai cru à un moment donné qu'on arriverait à quelque chose de beaucoup plus clair. Je n'y crois plus. La frontière entre le bien-être et la santé devient de plus en plus difficile. Vous avez vu les contextes de pratique et de plus en plus de personnes vont être soumis. Donc, soumis au sens de plein d'influenceurs et autres. Donc, il est important de faire très attention aux théories fumeuses, au contraire aux théories très simplistes, d'avoir des demandes qui sont financières exagérées, des gens qui sont en train de proposer des choses absolument aberrantes. Et ce que je vois, évidemment, c'est qu'à Montpellier, c'est quand même la plus vieille fac de médecine d'Europe, mais pourtant il y a ce genre de choses qui se passent. Donc des récupérations par des politiques de gens qui souffrent et sur lesquels ils vont proposer des médecines complémentaires. Et en gros, là, on est au-delà de l'emprise et de la dérive sectaire. On est vraiment dans une utilisation politique de personnes qui, sur des poches de résistance, ça me paraît très très préoccupant ce qui est en train de se passer, de récupération politique de gens fragilisés par évidemment une maladie ou un trouble, quel qu'il soit. Un autre point, c'est évidemment de le partager avec vos proches. Soyez modérés si vous le partagez, parce qu'une expérience réussie pour quelqu'un n'est pas forcément quelque chose qui fonctionne chez d'autres. Et donc, il y a des risques qui sont encore pas suffisamment mesurés. Autre point, c'est en parler aux professionnels de santé et aux chercheurs. On a lancé, nous, une opération qui fonctionne encore pas bien, mais en tout cas de sensibilisation. Et donc, ce que je vous disais en 5e année de médecine, en disant il faut désormais que tous les médecins soient au courant que ces pratiques se font et qu'un jour ou l'autre, ou dans une consultation, ils posent la question de qu'est-ce que vous prenez à côté ? Est-ce que vous prenez autre chose ? Est-ce que vous prenez des médecines douces ? Et que pour l'instant, c'est pas tracé. Et dans mon centre anti-cancer, jamais un chirurgien quasiment ou un oncologue ou un radiothérapeute va poser la question est-ce que vous prenez quelque chose ? Et pourtant, les gens prennent. L'estimation d'une étude à Paris, c'est 85% des gens qui sont traités pour un cancer prennent une médecine douce. 85%. Mais à la limite, on ne peut pas les blâmer. Mais c'est important d'aller au moins avoir l'information et que de temps en temps, peut-être, on devrait leur donner un bon conseil. Et donc, on avait lancé cette opération. Donc je vous montre tout ce qui ne marche pas, en fait. Désolé, hein, mais on a lancé, donc, avec mon équipe INSERM, avec une partie de l'équipe INSERM, en tout cas, ce système qui permet de recueillir des témoignages anonymes de patients utilisant telle ou telle pratique. Et on ne vous juge pas, simplement dites-nous ce que vous faites, parce qu'on n'arrive pas à avoir l'information de ce que vous faites. Sur Facebook, vous dites tout, ou vous dites tout à Facebook et à Google, à qui vous voulez, mais vous dites rien en chercheur, donc on aimerait bien savoir. Et on ne veut pas vous juger, on veut juste... effectivement, on n'a pas l'info. Donc on a monté ce système qui s'appelle Expérience INM, sur lequel on peut témoigner, en tout cas, de l'usage de telle ou telle pratique. Et le dernier point, c'est effectivement qu'on rêve les uns les autres. C'est pour ça qu'on a créé cette société savante. Vous êtes les bienvenus, que vous soyez usagers, professionnels, opérateurs de santé, ou que vous vous intéressiez tout simplement au sujet, ou praticiens. En tout cas, l'idée de faire un vrai référentiel. On a un Vidal des médicaments, il faut un Vidal des INM, et donc on y travaille. Le sujet est long, compliqué, et on aura un petit peu de boulot. Bref, si vous voulez en savoir plus, il y a 2-3 vidéos. Je vous remercie de votre attention et on peut échanger. Merci. On va pouvoir prendre quelques questions. Qui se lance ? Oui, bonjour. D'abord, je vous félicite pour cette intervention. C'était vraiment un grand soulagement quand on commence un petit peu à en parler. Moi, je suis un petit peu invitée marginale. Je suis vétérinaire, en fait, et je suis spécialisée dans la médecine douce. J'utilise beaucoup d'autres mots aussi. Mais comme vétérinaire, en plus, j'ai vraiment le grand avantage que les gens me parlent beaucoup plus de tout ça. Ils ont beaucoup plus d'ouverture parce que ça passe par leur animal. Je reçois beaucoup de gens qui viennent avec leurs animaux chez moi parce qu'eux-mêmes, ils se soignent déjà en médecine douce, mais ils n'osent pas en parler à leur médecin. Parce que les médecins, ils n'ont pas l'esprit assez ouvert. Et alors, je suis déjà très étonnée positivement que vous avez cet esprit ouvert d'écrire ce livre et oser de parler de médecine douce. Bien sûr, ce n'est pas toujours une bonne
un bon titre parce que la médecine, c'est pas que douce. Ouais, je suis bien d'accord. Je travaille avec des plantes, je suis aussi homéopathe, bien que je ne dois plus le dire. Hein. Mon ordre à moi, il m'a donné aussi des bons bâtons dans les roues. Hein. Je devrais maintenant faire signer une décharge que je suis un charlatan avant de prescrire l'homéopathie à mes patients. Voilà, non, mais c'est devenu très virulent. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, parce que je vois, surtout par les animaux, je vois plein de choses qu'on ne peut pas trop expliquer avec des machines qu'on a inventées dans notre petit cerveau humain. Et alors, tout ce qui est evidence-based medicine, c'est beaucoup de statistiques, et on sait très bien que la santé, c'est quelque chose de très individuel. Ça dépend beaucoup de l'histoire du patient, de beaucoup d'histoires socioculturelles. Et on ne peut pas faire la différence, à mon avis, entre le corps et l'esprit et le corps et les émotions. Et là, on est encore très, très, très loin dans la médecine classique, qui était, il faut que je le dise à chaque jour à mes patients, qui était quand même quelque chose qui était inventé pendant la guerre comme une médecine d'urgence. Et on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'ils font les molécules dans leur corps. Hein. Ils ne savent pas du tout comment l'information se transmet. On est dans l'âge de l'information, mais on ne sait pas du tout comment l'information marche sur le vivant. Et à ce moment-là, il faut vraiment très, très faire attention à ce qu'on dit. Moi, je vois tellement de gens qui viennent vers moi qui sont complètement en désespoir parce qu'on a prononcé des choses comme lymphome, comme diagnostic différentiel à leur enfant, à leur animal. Et c'est tout ce qui reste, c'est la peur du lymphome. Et c'est pas tout ce qu'ils ont dit pour faire contre ça. Alors, il y a vraiment l'effet placebo négatif qui, beaucoup de médecins, ils sont pas du tout conscients qu'est-ce que ça peut faire au patient qui veut se soigner. Merci de la question. Vous posez une question importante. Dans le médicament, il y a eu une évaluation de l'effet des antidépresseurs moyens. Il s'appelle Fabrizio Benedetti. Il a fait une méta-analyse pour regarder quel est l'effet de la molécule antidépresseur chez les sujets. Et en fait, la variance expliquée, c'est 25%, la molécule. 24%, c'est la résolution naturelle. Et 51%, c'est l'effet placebo. 51%. Donc en fait, dans les explications telles que vous le dites, mais dans les interventions de médicamenteuses, on n'a surtout pas la prétention de dire qu'il n'y a qu'une seule explication. Le seul problème, c'est que, et c'est mon propos, de dire que la science médicale du siècle dernier était une explication et une seule explication, un seul mécanisme. Or, et donc c'est une collègue canadienne qui dit ça, c'est la science des problèmes. Tenter d'évaluer les mécanismes, c'est important, mais il faut également évaluer les solutions. Et là, je suis plus d'accord avec vous en disant que, quelle que soit la thérapie, moi je peux vous le démontrer, je peux vous le redémontrer, effectivement, chaque cas est unique. Mais on peut arriver à effectivement, sur 200, 300, 400 patients, vous prenez une solution avec des invariants et effectivement, il va y avoir des patients qui vont être plus répondeurs que d'autres. Il n'y a absolument méthodologiquement aucune difficulté à ça. Le seul problème, c'est qu'il y a quelques Français ou quelques Européens ou quelques personnes qui lisent mal ce que dit Evidence-Based Medicine. La médecine fondée sur des données probantes ne dit pas appliquer des recettes de façon stupide. Et vous avez raison, madame. L'idée qu'il faut potentialiser l'effet placebo, c'est-à-dire que la relation, l'alliance thérapeutique, le care, on va l'appeler le care, va être un élément tout à fait déterminant de l'effet. Et qu'effectivement, on a oublié, ou certaines écoles de médecine ont oublié, on en a fait des ingénieurs du traitement. On n'en a pas fait simplement des gens travaillant dans la relation. Et la médecine est bien un art. Donc il y a à potentialiser l'effet placebo. Mais scientifiquement, on peut tout à fait arriver à le contrôler et qu'effectivement, arriver à démontrer cette efficacité parce que Evidence-Based Medicine veut dire à la fois des données de la science, mais à côté
l'expérience du patient et à côté l'expérience du professionnel. Donc c'est bien cette combinaison. Donc, je pense qu'il faut simplement avancer de façon pragmatique, modeste et éviter surtout de... J'espère en tout cas vous avoir transmis ça en disant on n'est pas là pour dire tout ça, ça marche pas. Et de façon croyance contre croyance. Je pense qu'il faut aller étudier, aller regarder précisément, et effectivement, précisément, comme je l'explique dans le bouquin, il y a la sophrologie, ça ne marche pas pour ça. Ça ne veut pas dire potentiellement ça ne pourrait pas marcher autrement, mais il faut en avoir un petit cadre particulier pour en avoir des bénéfices qui sont à peu près pondérés. Merci. Je vais passer la parole à une autre question. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bravo pour votre topo, très clair, très intéressant. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner si jamais on décide de s'orienter vers une pratique ou une autre pour bien choisir l'organisme de formation? Parce que du coup, pour chaque... Est-ce qu'il y a des conseils, des astuces pour bien choisir? Je ne sais pas. Non, aujourd'hui... il y a très peu de recommandations, il y a très peu de cadrage. J'espère que la semaine prochaine, il y a une réunion au ministère de la Santé, on va s'y mettre et qu'on va établir des règles particulières. J'ai l'espoir effectivement qu'on arrive à mieux cadrer ces formations en donnant un début, un milieu, une fin, en donnant également des cahiers des charges un peu plus précis à ces écoles. Et effectivement, ces métiers créent de nouveaux métiers, de nouvelles écoles, et effectivement, il y a des courants. Et nous, dans notre société savante, on a essayé de les réunir, par exemple, les gens qui travaillent l'auriculothérapie, vous voyez, donc c'est plutôt l'oreille, et on les a réunis avec la réflexologie plantaire, donc avec les pieds. J'ai cru que ça allait s'entretuer. Donc il y a, et pourtant on était vraiment, vous voyez, extrêmement proche au sens de la technique. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour les réunir, et la seule façon de pouvoir avancer de façon peut-être rationnelle, pas à pas, c'est de faire des études et de commencer à les sensibiliser à ça en disant il n'y a pas de problème, venez voir et essayez d'étudier. Et notre enjeu majeur, c'est de définir un cahier des charges méthodologique et éthique d'évaluation de ces pratiques. Et après, je pense que les formations pourront en bénéficier. Aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de... Je la fais courte, mais c'est quasiment... je pourrais en parler pendant 2 heures sur ce sujet-là. On en avance beaucoup sur ce sujet. Si on n'a pas un cadre d'évaluation, à chaque fois, il y aura des écoles et des écoles et des écoles. Et en gros, on ira vers de la pseudo-science qui va valider des pseudo-médecines et qui va valider des pseudo-écoles. Et donc tout l'enjeu, c'est effectivement d'être un peu plus pragmatique, et on a bon espoir que ça avance, mais effectivement, il s'appuie sur parfois différents courants, voilà, et qui font que pour certains, ils ne veulent qualifier que des professionnels sans en passer par les méthodes. Il y a effectivement 2 questions. Mais parfois, ils veulent plutôt s'intéresser qu'à la posture et au métier, et pas tellement au protocole. Et ça, c'est un vrai problème. Avec l'artifice de nous, on travaille dans la globalité. Mais sérieusement, mais même un médecin généraliste travaille dans la globalité. Mais sérieusement, même une infirmière travaille évidemment dans la globalité. Tout le monde, éventuellement, il a pu l'oublier au bloc chirurgical. Mais ce n'est pas vrai, on travaille bien dans la globalité. Donc comment on en fait quelque chose d'un peu plus rationnel? C'est tout cet enjeu-là et cette cartographie. Et j'ai bon espoir en tout cas que les nouvelles organisations, je vais finir là-dessus pour répondre à votre question, qu'il y ait aussi un cadre qui puisse s'inscrire dans les CPTS, dans les communautés territoriales de santé. Ou en gros, s'ils ne travaillent pas seuls, s'ils travaillent effectivement en collaboration avec d'autres, c'est un petit peu plus facile de dire ok, moi je travaille que là-dessus, et moi je suis diète, je travaille là-dessus, et moi je travaille, etc. Et ça, c'est une avancée positive si elle va jusqu'au bout et si elle est financée. On pourrait en parler aussi. Il y avait 2 questions. Oui. Madame Oui, devant, je vais faire la régulation. Madame, et puis après madame. Oui, alors moi, c'est peut-être pas vraiment une question, mais pendant toute votre présentation, je trouve que vous avez touché des choses qui demandent elles-mêmes une vraie présentation. C'est-à-dire, moi, j'étais soufflée quand vous avez dit jamais la médecine a été aussi performante, jamais les patients ont été insatisfaits, et les médecins. Rien que ça, moi, ça m'a accroché, parce que ça pose quand même des questions sur notre médecine. Moi, je me suis intéressée au problème de l'observance. C'est hallucinant. Les gens font il y a un monde énorme, ça coûte 1 milliard par an, ou 2,
Bon, moi j'en ai parlé, à un médecin qui me traite, un très grand spécialiste. Il me dit oui, mais moi je donne une ordonnance, c'est pas mon problème si le patient ne prend pas. Donc moi je trouve ça c'est grave. Comment ça se fait que les médecins ne se posent pas comme question comment ça se fait que mon patient ne suit pas le médicament? Parce que tu dis n'importe quoi. Les gens vont changer les posologies, les gens vont décider qu'un jour ils arrêtent ça, ils reprennent. Oh ben moi j'en ai marre, le Névobiol, là, le truc qui calme un peu. Là, bon, bref, je l'arrête, je le reprends, et on ne le dit pas aux médecins. On ne le dit pas. On va prendre des choses complémentaires. On ne le dit pas. C'est peut-être le médicament complémentaire qui a finalement guéri le patient, mais le médecin ne le sait pas. Donc moi, je pense que ça, quand même, c'est un gros problème. Il y a un enjeu d'observance, effectivement. 1 million de journées d'hospitalisation en France pour non-observance, 2 milliards d'hospitalisations non programmées. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. L'inconvénient, c'est que le médecin de famille des années 80, c'est terminé. C'est plus possible, qu'on le veuille ou non. Ils pourront augmenter de quelques euros la consultation. C'est fini. Avec 12 minutes de moyenne, on ne pourra pas réfléchir à ça. Donc il existe des interventions non médicamenteuses qui s'appellent des programmes d'éducation thérapeutique. Il y a des infirmières ou il y a des psychologues qui sont spécialisés dans ces sujets et sur lesquels on doit être soigné par une équipe de soins et de prévention. Et qu'aujourd'hui, ces territoires et ces équipes multidisciplinaires, on le voit pour les joueurs de foot du PSG, il n'y a pas un entraîneur, il y a un entraîneur, un préparateur physique, un préparateur diététique, un préparateur psychologique, enfin, etc., un préparateur pour les gardiens, etc. On est en train de rentrer dans parce qu'on a des pathologies complexes, des solutions multiples et sur lesquelles il faut des médicaments et des interventions non médicamenteuses. Il faut cette complémentarité et qu'effectivement, dans le domaine de l'oncologie, là où vous pourriez dire il y a des médicaments pas très chers et sur lesquels ce n'est pas trop grave si les personnes ne les prennent pas bien, dans ce qui est en train de se passer dans l'oncologie, il y a parfois des traitements à plus de 30 000 euros. Et avant, c'était en intraveineuse, on allait à l'hôpital, il y avait un traitement directement à l'hôpital. Maintenant, c'est directement comme un Doliprane. Et donc les patients font exactement ce que vous dites et vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. Donc il y a des enjeux importants que les autorités commence à voir et que effectivement l'ingénieur du médicament qui est devenu le médecin des années 2000, effectivement il doit être accompagné d'un certain nombre de métiers, des case managers, etc. Et donc il y a de nouveaux métiers qui doivent être créés. C'est indispensable. Et vous avez raison, madame. Merci. Alors il y a 2 questions, je crois. Je veux bien une question au fond et puis après... Et madame, je crois. Alors ce sera les dernières et on fait très court si possible. Merci. Bonjour. Ne pensez-vous pas que la médecine aurait intérêt à intégrer plus de pratiques, d'interventions non médicamenteuses compte tenu de ce marché global et de la demande, en fait, des patients qui demandent à être pris en charge dans leur globalité? Vous avez partiellement répondu. Et question connexe, qu'en pense l'Ordre des médecins? Est-ce que l'Ordre des médecins serait prêt à aller là-dedans aussi pour les pratiques qui sont reconnues? Mais totalement, en fait. Mais vous disiez vous-même que le médecin traitant n'accorde que 12 minutes, que certaines pathologies, on parle aux patients, mais on ne lui explique pas dans la globalité ce qui lui arrive. Voilà. Ce que je vous dis, c'est que le job du médecin est de faire un diagnostic et de proposer des solutions. Et ce n'est pas à lui d'appliquer une solution intervention non médicamenteuse. C'est bien à un autre professionnel, une infirmière, un diététicien, un psychologue, un enseignant d'activité physique adaptée, un kiné et plein d'autres métiers, et qu'il a à apprendre, qu'il a appris au siècle dernier, je veux dire au millénaire dernier, qu'il y avait une boîte de médicaments et qui s'appelle le Vidal, avec son gros livre rouge, et à côté il y a un deuxième livre qui est un livre vert, entre guillemets, des interventions non médicamenteuses et qui va devoir les proposer. Le sport sur ordonnance, demain ou après-demain, dans mon domaine en tout cas de l'oncologie, tout patient qui n'a pas un programme d'activité physique adaptée alors qu'il est traité pour un cancer, et c'est une perte de chance aujourd'hui, une perte de chance. Donc en gros c'est une erreur médicale, mais c'est pas lui qui va faire le sport avec le patient. Vous voyez, donc tout l'enjeu, c'est qu'on trace, on puisse repérer, qu'on puisse
rembourser ces pratiques, et l'assurance maladie est en train d'y réfléchir et commence à avancer sur les psychothérapies, va avancer sur l'activité physique adaptée, va avancer. C'est inexorable. Voilà, c'est inexorable. Et je vous donne rendez-vous au Sénat au mois d'octobre. On va faire un gros congrès qui va dire, regardez, on a un modèle d'évaluation. Il faut désormais que et l'assurance maladie et les mutuelles, mais pas que, l'argent de la prévention et également l'argent du social puissent servir des programmes qui sont efficaces pour la santé. C'est indispensable, y compris pour les personnes âgées, les personnes vulnérables. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire en prévention. Et pour l'instant, la prévention, c'est surtout de la promotion à la télé, et c'est surtout de 3 pistes cyclables à Paris. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Oui, bonsoir. J'avais une question concernant les budgets. Parce que tout ça coûte de l'argent. Et je voulais savoir d'où venait cet argent qui allait permettre les futures études scientifiques. Savez-vous combien coûte une journée d'hospitalisation pour un patient BPCO au CHU de Montpellier? Alors, il va être hospitalisé à peu près 10 jours, d'accord? Et savez-vous combien ça coûte pour 10 jours d'hospitalisation en pneumologie au CHU de Montpellier? J'ai envie de dire 3 000 € par jour, quelque chose comme ça. C'est ça, quasiment. Donc on est un petit peu plus, mais 4 000, on est à 40 000 €. 40 000 € d'économie. On a fait, nous, des études montrant que l'éducation thérapeutique, dans le cadre d'une maladie qui touche 1,5 million de Français, si, que disait madame, le patient se gère mieux, apprend à mieux se gérer et à mieux connaître sa maladie, vous économisez quasiment une hospitalisation par an et par patient. Il n'y a pas de problème d'argent en fait. Il y a juste un problème qui est, on a appris au siècle dernier aux médecins à dire il n'y a qu'une seule façon de répondre, c'est celle-là. Et que aujourd'hui, quand je vous parle de maladies complexes et sur lesquelles il y a des solutions multiples, en fait, les coûts très importants, ils sont surtout hospitaliers. Ils sont surtout dans des cas sur lesquels les patients vont à l'hôpital alors qu'ils ne devraient pas y aller. Il y a plein d'études qui montrent que 80% des gens qui vont aux urgences ne devraient pas y aller. Des gens qui sortent de fête à Montpellier vont faire le renouvellement de l'ordonnance à 5 h du mat'. Mais pourquoi on fait ça ? Et donc, il y a plein de raisons historiques autour de ça. On est hospitalo-centré. C'est un grand économiste de la santé qui est hélas décédé, qui s'appelle Guy Delande, qui disait « On a un réflexe chez nous d'aller à l'hôpital. » On a un réflexe de cette nature-là. Et en fait, dès qu'il y a eu un problème, vous avez vu, avec la Covid, on a créé un hôpital militaire. Vous vous rappelez ? Et on a ce réflexe-là. Ça vient de Napoléon, c'est un petit peu vieux, hein, mais c'est Napoléon qui a constitué les hôpitaux partout en France. En fait, on a ce réflexe-là. Or, le problème majeur, c'est qui dépense 80% de l'enveloppe des soins, s'appelle les maladies chroniques. Et les maladies chroniques, en fait, il faut plutôt travailler en prévention plutôt que quand c'est grave. Mais nous, en fait, on va consulter que quand c'est grave. Donc, il faut qu'on change complètement de culture. Je vous renvoie vers un magnifique rapport de l'Académie de médecine en 2013 qui dit « On n'a pas de culture de la prévention ». On n'a pas de culture de la prévention. Mais prévention, même quand on est malade, c'est une chance aujourd'hui d'être dépisté très précocement pour un cancer. C'est une chance d'avoir des diagnostics très précoces et on pourrait mettre en place plein de choses. Mais on attend d'être toujours dans le moment où c'est vraiment bien grave, quand le genou fait bien mal, etc., etc. Et là, évidemment, il est beaucoup plus difficile. Et peut-être que s'il faut qu'on termine, si j'ai bien compris, je terminais par la magnifique phrase de Axel Kahn, qui est hélas décédé, vous vous rappelez, qui était le président de la Ligue contre le cancer. Je suis membre du conseil scientifique de la Ligue nationale contre le cancer, en disant les meilleurs cancers qu'on traite, c'est ceux qu'on a évités. Et en fait, 38% des cancers peuvent être évitables, notamment en réduisant donc la consommation d'alcool, en bougeant plus, et en fumant un peu moins, et ainsi de suite. Enfin, pas du tout, excusez-moi. Et en s'exposant un peu moins au soleil. Donc en fait, il y a beaucoup de solutions, mais simplement, c'est aussi un changement de culture de l'organisation du système de santé, mais aussi de nous, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup, professeur Nino, pour cette conférence passionnante.
Je vous invite à prolonger les échanges juste à côté, autour d'un pot de l'amitié. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain pitch Villa M au mois de septembre, le 21 septembre, autour du thème de la santé mentale des adolescents. Merci beaucoup, bel été à vous.